Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Wow. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc ça devait être sa première visite à l'étranger en tant que roi. C'était il y a 6 mois. Mais la crise sociale liée aux retraites on avait décidé autrement. Cette fois-ci, c'est la bonne. Charles III a bien atterri en France et en début d'après-midi, accueilli pour une visite de 3 jours au programme. Un dîner somptueux, visiblement prévu à Versailles, un passage à l'Arc de Triomphe et à Notre-Dame. Et au marché aux fleurs, Elisabeth II, Philippe. Oui, Cécile. Est-ce que cette visite du souverain britannique en France peut resserrer le lien avec la France après le Brexit? Certains avaient dit que le Royaume-Uni avec le Brexit avait choisi de s'éloigner de l'Europe, mais le pays le plus proche quand même, physiquement, c'est la France. Il y a à peine 30 km dans le Pas-de-Calais. Est-ce que pour vous, Charles III vient, puisque pour vous l'Angleterre c'est un pays ami, ou est-ce que c'est la perfide Albion, ou est-ce que c'est cette relation d'amour-haine qu'on a entre Français et Anglais, surtout en période de Coupe du Monde de rugby? Appelez-nous au 0826 300 300. Avec ce très beau tweet de Ludovic qui nous dit: au rugby, le roast beef doit être bien ficelé. Comme ça. En voilà un qui n'oublie pas. Ça, c'est un fan de rugby, on le sait, on le sait. Et pour en parler avec nous, Maximilien Nadji, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on dit Nadji, voilà. C'est pas facile à prononcer, hein, je conçois bien. Et ce soir on dit good evening. Oui. Good evening, absolument. Nice to play, enfin bref, on s'en fout. On aura essayé, on a essayé. Journaliste franco-britannique, qui suit la visite de Charles III dans la revue Conflit. Philippe Bilger, forcément cette visite, on va forcément chercher quelque chose derrière. Elle n'est pas gratuite, elle devait être là à 2 reprises. Finalement, ça y est, elle est organisée. On attend quoi de cette Justement, Cécile, au risque de créer une petite dissidence dans ce débat passionnant, à la limite, même si la France n'y trouve pas son compte, et si derrière il n'y a pas une finalité politique de réconciliation liée au Brexit, ou peut-être des mésententes qui ont été plus ou moins cordiales, de toute manière, je trouve que la venue durant 3 jours du roi Charles III avec la reine consort va introduire dans notre monde démocratique une forme presque de légèreté, d'allure et de gratuité. Je veux dire, de toute manière, ça va permettre sans doute aux Français d'oublier que la France va mal et nous détourner d'une hostilité majoritaire à l'égard d'Emmanuel Macron. Je crois que ça va surtout avoir un usage interne. Madi Saïdi. Alors je sais pas, alors évidemment c'est beau, c'est une belle visite et je trouve que ça rapproche les peuples. En revanche, sur la question de l'hostilité, je suis pas sûre, quand on a entendu l'accueil des quelques militants qui criaient Macron démission. Macron démission. Je suis pas sûre que ça rapproche... Bruno Cotresse, qui lui a des liens avec l'Angleterre. Ouais, clairement. Ouais. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de sujets quand même. Il y a bien sûr le côté symbolique, ça c'est toujours important. En politique, le symbole c'est très important. Les visites de chefs d'État, il y a tout un protocole, tout un cérémonial qui est vraiment très 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 important. Mais il y a quand même beaucoup de sujets sur la table. Il y a les échanges économiques. Post-Brexit, autant que je me rappelle, on est des partenaires économiques très importants l'un de l'autre. Il y a la question, bien sûr, du contrôle aux frontières également. Il y a beaucoup d'insatisfaction du côté français, en particulier sur les conséquences du Brexit sur le contrôle aux frontières dans l'entrée au Royaume-Uni. Pourtant, la France a recruté des douaniers, des policiers en nombre pour gérer cette situation, mais il y a beaucoup de mécontentement. Et il y a des gros sujets aussi qui sont des sujets de politique internationale sur lesquels les 2 pays ont quand même pas mal d'accords, qu'il s'agisse de la question de la Russie, de l'Ukraine ou d'autres questions géostratégiques sur lesquelles les 2 pays quand même partagent pas mal. Donc voilà, en toile de fond, même si c'est le monarque et non pas le Premier ministre qui est reçu, ou là directement ces sujets seraient sur la table, ça contribue un petit peu à aller dans ce sens-là. Maximilien Nadji, pour réagir par rapport à ce qu'on dit les vraies voix, notamment le dissident Philippe Bilger. Là, il s'est pris pour Solzhenitsyn. Non, mais c'est un équilibre. C'est effectivement, l'enthousiasme est important, mais parfois il faut rappeler, faut faire un retour à la réalité aussi. Non, je crois que comme dans tout sommet diplomatique, sur toute cette nature-là, entre un roi et un président,
il n'y aura pas de grandes décisions qui seront prises. On ne va pas avoir un accord sur 480 millions de livres de transférer la Grande-Bretagne à la France pour la construction d'un centre de rétention de migrants dans le Nord-Pas-de-Calais, pour le recrutement de douaniers supplémentaires. Non, mais en revanche... c'est une occasion de communication remarquable et la communication en diplomatie, c'est fondamental. Premier point. Et deuxième point, je crois que le roi qui a un rôle de conseil auprès du Premier ministre. Le Premier ministre vient le voir de manière hebdomadaire pour lui faire un compte-rendu et le roi lui donne, dans la mesure de ses prérogatives, quelques suggestions. Eh bien, avec cette rencontre détendue, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Emmanuel Macron et le roi, qui semblerait-il s'entendre assez bien, il y a des chances que les sujets qu'on a abordés, la question migratoire, la question de l'éventuel rapprochement, un nouveau rapprochement entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, puissent être abordés de manière peut-être plus paisible, plus apaisée. Justement, pour poursuivre ce que Bruno a évoqué, est-ce que ça pose un problème au roi dans la structure de la Grande-Bretagne? Jusqu'où a-t-il le droit d'aller dans les discussions? J'allais dire, mais absurdement, puisque vous démontrez le contraire, j'allais dire, il n'y aura rien de politique, puisque précisément, il n'a pas le droit d'en faire. Alors, comment articule tout ça? Bon, je crois que les sujets de conversation porteront sans doute sur les sujets sensibles d'immigration, économique et autres. Ensuite, le roi, il a ses sujets préférés aussi. L'écologie, par exemple. L'écologie, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ce soir, cet après-midi. Le jardinage. Voilà, où ils sont. Alors oui, il y a le jardinage, il y a aussi le colloque, cette clôturation du colloque au Muséum d'histoire naturelle consacré à l'environnement. Bon, ils vont pas passer des heures à discuter non plus. Enfin, ils se sont vus cet après-midi, c'est vrai. Mais ensuite, le roi Charles va à Bordeaux vendredi. Le banquet à Versailles, vous pensez bien que la conversation portera peut-être davantage sur les plantes et sur les chiens. Ce sera plus léger. Et la sauce au champagne. On a entendu la composition d'Yannick Aleno, ça mettait en appétit. Oui, et les langoustes bleues. Pour revenir, excusez-moi, merci. Oui, pour revenir sur l'ère Liz Truss, qui est quand même qui a un passage éclair en tant que première ministre, qui ne savait pas répondre si finalement le Royaume-Uni était un ami de la France. Aujourd'hui, le nouveau, en tout cas Rishi Sunak, a changé ça. On sent que c'est plus facile et que les relations se sont moins tendues. Absolument. Rishi Sunak est un profil assez proche d'Emmanuel Macron. On leur a suffisamment dit depuis le mois de mars où ils se sont vus. Deux hommes d'affaires, deux banquiers d'affaires qui ont des parcours d'études assez semblables par conséquent et qui ont un âge rapproché, qui voient peut-être le monde de manière assez proche aussi. Rishi Sunak n'était pas un Brexiteer. Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est-à-dire entre le pratiquement pas et le presque très bons amis, qu'est-ce qui a changé? Bon, je crois que c'est des personnalités et en diplomatie, c'est fondamental. Pas tout n'est une question de grand raisonnement. Rishi Sunak est un homme qui est beaucoup plus pragmatique que son prédécesseur. Il est beaucoup moins dépendant de Boris Johnson au niveau de ses alliés politiques, au niveau du discours qu'il doit tenir par rapport au Brexit. Il reste ferme sur la question. Alors que son adversaire travailliste qui est venu à Paris hier, c'est un peu culotté pour un adversaire travailliste, il vient la veille du roi d'Angleterre et c'est la une dans plusieurs journaux aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'était cette visite entre... Et ils en disaient quoi les médias britanniques Alors en l'occurrence les deux grands journaux qui ont parmi les deux plus grosses diffusions, c'est les deux quotidiens, le Daily Telegraph et le Daily Mail, n'ont pas été très positifs et ont simplement expliqué que Keir Starmer, le fameux leader travailliste, se cherche bien sûr une stature internationale parce qu'il espère fortement gagner les prochaines élections qui ont lieu l'année prochaine, au plus tard au mois de décembre. Bruno, ça part pas mal pour le moment. Oui. Voilà, pour les travaillistes britanniques, c'est vrai, après une longue période de disette, on va dire 14 ans électorale. Oui, j'avais une question qui était sur la question du Brexit. Dans une enquête que nous avons réalisée à Sciences Po il y a un an à peu près, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, pour les Britanniques, on leur a demandé la question s'ils avaient des regrets. Et c'est vrai que l'opinion sur les regrets était quand même assez importante. Elle crève pas les plafonds non plus, mais autant que je me rappelle, on était au moins la moitié ou un peu plus de la moitié des Britanniques interrogés qui disaient oui, on a des regrets.
Est-ce que ces regrets, c'est un peu superficiel puisqu'il y a un coût important, ou est-ce qu'il y a vraiment un sentiment dans le public? En fait, on a eu une discussion tout à l'heure sur l'appartenance à l'Union européenne. Je crois que la même question s'est posée pour les Britanniques et se pose depuis longtemps. Quel est ce lien? On sait qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne beaucoup plus tardivement. Je crois qu'il y a des regrets, en particulier parce que la situation économique n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne ici non plus à cause de l'inflation. Je pense que c'est ça. Donc évidemment, on voit une situation économique qui ne va pas bien. On voit que le coût du carburant est très élevé. La vie quotidienne ne va pas très bien. Donc bon, il faut un bouc émissaire. Le Brexit peut servir de bouc émissaire. Pour avoir été à Londres 3 ou 4 fois pour des séjours plutôt longs cette année, et avoir fait des courses quotidiennement, j'ai pas un sentiment que les prix soient excessivement élevés par rapport à ici. Je suis pas sûr que la sortie de l'Union européenne ait été une cause d'explosion du coût de la vie. Bon, parce que c'est souvent ça qui, je crois, provoque des regrets. Alors, je termine là-dessus très vite parce que je suis un peu long, mais pas du tout. Je crois que thank you, so grateful. Je crois deuxième point, il est vrai que l'Union européenne avait un nombre d'avantages assez conséquents pour la Grande-Bretagne quand même, et que les promesses, et je crois que c'est là le point central, que vous avez, je pense en partie souligné, les fameuses promesses de Boris Johnson et de Michael Gove, qui est un ministre qui était l'autre grand promoteur du Brexit. Bon, les promesses d'une vie meilleure, d'une dette remboursée, enfin... D'une liberté retrouvée, peut-être. On voit que l'immigration ne baisse pas, même si les entrées sur le territoire britannique sont beaucoup moins élevées que les entrées en France. Elle a baissé un peu cette année à cause du mauvais temps qu'il a fait dans la Manche, mais enfin, l'immigration ne baisse pas beaucoup. Le coût de la vie non plus. Le NHS, la sécurité sociale locale, vit une crise qui empire. Bon, la situation, effectivement, n'est pas rose. Est-ce que tout est lié à la sortie de l'Union européenne? Je crois que c'est vraiment la question à poser. À mon sens, non. Ensuite, on ne peut pas nier qu'il y a des facteurs qui y soient liés, bien sûr. 0826 300 300, une réaction d'Arnaud. Du Morbihan, donc on passe de la Grande-Bretagne à la Bretagne. La petite Bretagne. Juste Bretagne, on peut dire. On peut dire que je pense que la visite du roi est une visite essentiellement culturelle. Parce que déjà le pouvoir politique du roi au niveau de l'Angleterre, de son pays, est assez limité sur le plan diplomatique. En revanche, sur le plan culturel, c'est des liens historiques extrêmement forts entre l'Angleterre et la France. Il ne faut pas s'étonner qu'il aille dans le Bordelais, où il y a toujours une présence anglaise historique depuis des siècles. Donc on apprécie que nos chers voisins anglais viennent nous rendre visite. Oui, absolument, Arnaud. Bruno Cotresse, vous qui connaissez bien le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'eux finalement? Si on devait aller chercher le meilleur d'eux, ce serait quoi aujourd'hui? Une Coupe du Monde de rugby, parce qu'ils l'ont gagné. J'ai toujours trouvé quelque chose d'assez fascinant dans le Royaume-Uni. C'est à la fois un peuple profondément patriote, sont très cocardiers, très patriotes et en même temps incroyablement internationaux. Londres est une capitale qui a une dimension internationale bien supérieure, me semble-t il, à Paris. Très cosmopolite. Et donc voilà, il y a cette dimension. L'autre chose, c'est la relation fondamentale du Royaume-Uni à son Commonwealth. Faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes Britanniques qui commencent leur vie professionnelle dans des pays du Commonwealth. J'ai pas entendu beaucoup, moi, de jeunes Français dire mon rêve, c'est de commencer ma vie professionnelle, je sais pas, dans un pays de la francophonie, par exemple. Et ça, je trouve que c'est un point faible en France. Et à votre avis, Bruno, et bien sûr notre invité, est-ce qu'on peut penser à une forme de courtoisie démocratique chez eux que nous n'aurions pas? Est-ce que ça pourrait représenter un modèle? Alors, la vie politique britannique, ça saigne quand même pas mal. Oui, ça saigne pas mal. Ensuite, je crois qu'il y a moins de division. C'est-à-dire qu'il y a 2 partis, il y a 3 partis. Bon, il y a un parti qui est un parti pivot, qui fait parfois des coalitions. Ah, pardon, merci, qui fait parfois des coalitions, un parti pivot, les libéraux-démocrates, les Dems. Bon, je crois qu'il y a malgré tout, il y a moins de violence parce qu'il y a moins de division et moins de partis. Ce qui ne veut pas dire qu'au sein des partis, et c'est là où c'est important, on se rejoint. Au sein des partis, en revanche, ça peut frapper très fort. Je crois qu'on l'a vu sur la question du Brexit, au sein du Parti conservateur, les divisions étaient
beaucoup plus forte qu'au sein du Parti travailliste. Et le débat n'a pas cessé, et je termine là-dessus, depuis 2016. J'ajoute un codicile. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre aux Britanniques? C'est vrai que dans la vie politique britannique, quand on perd aux élections, généralement on quitte la scène. Oui. Absolument. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est ce qu'il faudrait faire chez nous, vous trouvez? Ah oui, je trouve que c'est pas mal. Mais pour ça, il faut avoir des candidats. C'est quand même royal, par exemple. C'est un message subliminal, je pense, et pour Ségolène, et pour Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. Mais quand même, la monarchie britannique, il y a d'autres monarchies. Le Royaume-Uni a dominé le monde un siècle après la France. La France l'a dominé un siècle après l'Espagne. Et pourtant, par exemple, la monarchie espagnole, ça fait absolument pas rêver le monde, contrairement à la monarchie britannique. Elle a été renversée. Oui, mais elle a été renversée. Elle est revenue, effectivement. Mais elle est revenue. Pourquoi cette fascination planétaire pour la monarchie britannique? Ça, c'est une question que je me pose. Je pense qu'on n'aurait pas eu cette fascination au XVIe siècle, par exemple, parce que la Grande-Bretagne, c'était une île assez pauvre. Enfin, il y avait bien sûr du commerce avec la France, notamment, du vin. Bon. Mais il y a eu l'Empire. Et ce qu'ils ont réussi à faire, je crois, par rapport à la France, ensuite, il y aura des divergences entre historiens, c'est à conserver des liens plus que cordiaux avec beaucoup de pays de leur empire. Et donc, on a tous les ans, au mois de mars, un Commonwealth Day, avec une grande journée à Londres, un office religieux à l'abbaye de Westminster, un défilé des drapeaux. Pour le couronnement, il y avait un défilé des drapeaux du Commonwealth, et derrière le Premier ministre qui est indien, avec une épouse indienne d'origine, elle aussi. Bon, on a une fascination qui je crois, existe parce qu'il y a tellement d'influence culturelle, un soft power très important. Ça me paraît fondamental comme point. Pardon Cécile, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire qu'on n'a pas su faire? Eh bien, je crois que la monarchie a réussi à comprendre ce que son rôle devait changer avec le temps. Et que pour rester une monarchie contemporaine, c'est pas facile. Et pour rester une monarchie en même temps qui rayonne, il fallait allier la tradition, la pompe, et en même temps l'accessibilité par rapport au public. Vous imaginez un couronnement en France, enfin... Personne ne pourrait envisager ça. Je veux dire, c'est les Britanniques, eux, l'envisagent. Et petite dernière question sur l'héritage, forcément, de Charles III par rapport à Elisabeth II. Aujourd'hui, la transition, voilà, c'est. Et là, quelle image on a aujourd'hui de Charles III en Grande-Bretagne? Elle est très bonne. Évidemment, Elisabeth II avait un prestige que Charles III ne peut pas avoir tout de suite, et peut-être qu'il l'aura jamais d'ailleurs. Hein. Mais il a incarné la continuité dès son premier message auprès des Britanniques. C'est quelqu'un qui est très affectueux. On a vu les poignées de main là. En fait, il attire la sympathie, véritablement. Et les poignées de main devant le palais de Buckingham, quand il revenait d'Écosse, c'était quelque chose de spontané qui n'était pas prévu. Donc les gardes du corps sont toujours un peu tendus là. Mais c'est ça qui fait que le roi est apprécié. Et je crois qu'il parvient à trouver son rôle à lui, sa personnalité, qui fait que la transition, je crois, entre Elisabeth II et lui se passe assez bien, en fait. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maximilien Nagy, journaliste franco-britannique qui suit les visites de Charles III pour la revue Conflit. Merci.